Baptiste, merci d'être avec nous. Donc, tu travailles chez Arvalis et tu es l'un des concepteurs de cette méthode appliquée aux grandes cultures. Et avec toi, on va voir comment sont conçues ces méthodes qui sont, donc on l'a compris, sous-jacentes à la labellisation bas carbone. Le label bas carbone, c'est donc un cadre national qui se décline par méthode sectorielle. Et on va prendre l'exemple là de la méthode appliquée aux grandes cultures. Je te passe la main pour que tu puisses nous faire ton exposé. Bien, merci Pierre. Comme tu l'as dit, on va voir l'exemple de la méthode label bas carbone grande culture qui est en train de se mettre en place. Bon, en 10 minutes, on n'aura pas le temps de rentrer techniquement dans le contenu précis de la méthode, mais l'objectif c'est de voir quels sont les apports des outils numériques pour instrumenter la mise en œuvre de cette méthode label bas carbone. Je vais commencer quelques mots sur les promoteurs de cette méthode. Donc c'est un travail collectif d'ampleur, vous le verrez, qui est à l'initiative des associations spécialisées des producteurs de grandes cultures, donc l'AGPN, l'AGPB et la FOP et la CJB, qui ont mis en place en fait un consortium qui repose sur un comité de rédaction, donc qui est constitué des instituts techniques de grande culture, donc Arvalis, l'Erinovia, l'ITB, l'RTB et AgroSolutions. Et donc, au niveau de ces 5 structures, on a pris une année, l'année 2020, pour rédiger la méthode label bas carbone sur les grandes cultures, donc avec un démarrage qui s'est fait en janvier 2020, et on verra un dépôt de la méthode au niveau de la DGEC le 9 décembre. Donc ça a été un travail collectif, je l'ai dit en introduction, parce qu'on a associé en gros toutes les bonnes volontés qui voulaient participer à l'aventure au niveau de différents comités. Je vais y revenir. Donc, la rédaction s'est passée en 2 phases. Une première phase où en gros on a d'abord écouté les attentes, notamment les attentes d'un comité des usagers, donc qui est très éclectique, hein. C'est des futurs financeurs, des ONG, des firmes de l'agrofourniture. En gros, c'était toutes les parties prenantes qui demain utiliseront de près ou de loin la méthode. Et donc, on a consulté pour recueillir leurs besoins. Et après, au fur et à mesure des développements, on les a tenus informés des avancées. Et ensuite, on a sollicité des experts. Donc là, il y a une cinquantaine d'experts qu'on a sollicités sur le printemps 2020, en gros, pour arrêter les choix méthodologiques. Et une fois qu'on a arrêté ces choix méthodologiques avec les experts, donc en concertation avec ces scientifiques dont leur expertise était reconnue et indispensable pour la rédaction de méthode, on a consulté un comité scientifique avant qui est de membres d'INRAE, de l'ADEME, d'I4CE et de la DGEC. Et donc une fois ces choix méthodologiques concertés avec les scientifiques, validés avec ce comité, on est rentré en phase de rédaction sur l'été. Et donc on a mis 4-5 mois à rédiger la méthode qu'on a présentée à tout ce beau monde en fin d'année, avant de le déposer à la DGEC donc le 9 décembre. Et voilà 1 an de gestation en gros, et aujourd'hui la méthode, on le verra, est en cours d'approbation par la DGEC et devrait bientôt être approuvée. On y reviendra tout à l'heure. Quelques mots, le principe de fonctionnement de la méthode grande culture, comme l'a dit Claudine tout à l'heure, le périmètre est défini dans chacune des méthodes. Le périmètre de cette méthode, c'est l'exploitation agricole et l'atelier de grande culture des exploitations agricoles. Donc, c'est quoi l'atelier de grande culture? C'est les systèmes de culture en grande culture et les bâtiments de stockage et de séchage des grandes cultures. Un périmètre, on va dire, assez simple, hein, donc exploitation et atelier de grande culture dans cette exploitation. En termes de fonctionnement, c'est exactement ce que précisait tout à l'heure Claudine, c'est que la méthode décrit la façon de comptabiliser ce qu'on appelle les réductions d'émissions, qui correspondent en fait à une différence entre 2 scénarios. Un scénario dit référence, qui constitue le scénario le plus probable en absence de projet, et un scénario projet. Donc c'est une fois qu'on a mis en œuvre
leviers, des changements de pratique sur l'exploitation. On essaie de quantifier les émissions. Et finalement, ce qui est reconnu en termes de réduction d'émissions, c'est la différence entre ces deux scénarios. En termes d'émissions, Claudine le précisait aussi tout à l'heure, dans les méthodes, on doit définir le périmètre des couverts par ces émissions. Dans la méthode de grande culture, le périmètre, c'est le périmètre sur l'exploitation, donc les émissions qui ont lieu vraiment sur l'exploitation. Donc, comme le disait Philippe tout à l'heure, hein, le CO2 lié à la consommation d'énergie fossile, les émissions de N2O liées à la fertilisation azotée, etc., etc. Mais aussi les émissions en amont, c'est-à-dire les émissions liées à la fabrication de ces engrais, à la fabrication de cette énergie fossile, etc., etc. Donc, Donc on est ça, c'est dans le de premier volet. l'extra-trace, en l'occurrence, pour reprendre le terme de tout à l'heure, et non pas une Exactement, on est approche dans une logique directe. d'entreprise. Le deuxième volet, qui est obligatoire également, c'est l'évaluation du stockage de carbone dans les sols, qui repose sur le même principe, c'est-à-dire on établit une référence, ensuite on simule un scénario projet, et deux, qui est quantifié, donnera reconnaissance à des réductions d'émissions. Donc ces deux volets-là, les émissions de gaz à effet de serre et le stockage de carbone dans le sol, sont obligatoires pour tous les projets. Et après, il y a un troisième volet que j'évoque rapidement, c'est un volet qui est optionnel, avec des réductions d'émissions qui peuvent avoir lieu en aval de l'exploitation, selon le devenir en fait des productions de grande culture sur l'exploitation, notamment avec des enjeux de réduction de consommation pour du séchage, par exemple, qui peut avoir lieu à l'OS, mais dont les leviers peuvent être mis en œuvre pour réduire ces émissions au niveau de l'exploitation, ou de la substitution de produits à forte empreinte carbone par des produits qui sont générés, produits sur l'exploitation. Là, vous l'avez vu, ça repose, la première étape qui est importante, c'est de définir le scénario de référence qui correspond à la situation la plus probable en absence de projet, qui tient compte de la réglementation en vigueur. Il y a deux façons de procéder. Soit la référence elle peut être spécifique, c'est-à-dire que l'exploitation va se comparer à elle-même, soit donc en se basant sur les 3 dernières années avant le lancement du projet. La référence, elle peut être générique et on doit la construire donc à l'échelle de la région en se basant sur des statistiques locales disponibles. Donc là, il y a eu un gros travail d'exploitation des bases statistiques qui peuvent exister pour pouvoir proposer les références nécessaires pour bâtir ce scénario de référence générique. Donc on voit dès le départ des options assez fortes qui devront être choisies et qui vont impacter le recueil des données et la façon dont les outils devront fonctionner. Soit on récupère la donnée sur les 3 dernières années sur l'exploitation, soit on doit bâtir à partir de références statistiques une référence générique. Et tout ça se fait à l'échelle des systèmes de culture. C'était un peu compliqué de raisonner à l'échelle de la parcelle, parce que ça demandait beaucoup de travail. Et puis intellectuellement, c'est compliqué pour les agriculteurs de se projeter à 5 ans sur chacune de leurs parcelles. Donc, les parcelles sont regroupées par groupes homogènes, qu'on appelle des systèmes de culture. Des parcelles qui sont homogènes du point de vue pédoclimatique. Au à l'échelle d'une exploitation, sauf pour ceux qui sont en montagne, où il peut y avoir des effets d'altitude, en général c'est le même, et le sol peut être différent. Ces parcelles ont la même stratégie culturelle, donc pour faire simple, la même rotation, et une conduite culturelle identique, au moins sur les grandes lignes en termes de travail du sol et de gestion de la fertilisation azotée et des produits organiques. Donc, quand on a sollicité les experts pour faire les choix méthodologiques, très rapidement on s'est confronté à des impératifs. On leur a demandé de sélectionner des méthodes qui soient robustes scientifiquement. Ça, c'était pas discutable et ça va de soi. Les méthodes doivent être, mais c'est pas suffisant. On leur a demandé aussi de prioriser des méthodes qui soient opérationnelles
mature et facilement déployable. C'est-à-dire qu'une méthode qui est robuste mais qui n'est jamais sortie d'un labo de recherche et qui est une usine à gaz entre guillemets à utiliser n'était pas éligible. Et deuxièmement, ces méthodes ont aussi été choisies en fonction des données nécessaires pour les faire tourner. Il fallait que ce soit des données qui soient peu nombreuses, je l'ai déjà dit, mais aussi qui soient facilement collectables, pas trop cher à collecter pour un déploiement opérationnel plus aisé. Donc ça s'est traduit de plusieurs façons dans la méthode, et dès qu'on a pu, quand c'était pertinent bien évidemment, on a, comme le disait Claudine tout à l'heure, laissé le choix. On a plusieurs options possibles concernant les méthodes à utiliser. Avec des fois des options simples, des méthodes qui demandent peu de données, mais qui sont peu coûteuses à instrumenter, mais qui sont moins précises. Donc, il y a un rabais. Et une option B, qui est une option avec des méthodes plus précises, mais qui souvent sont plus coûteuses en collecte de données ou en développement informatique pour développer les outils. Mais comme elles sont plus précises, par contre, il n'y a pas de rabais. Et voilà, quand c'était possible, on a laissé le choix, et donc plusieurs options, souvent une option A, B, voire des fois A, B, C. Ce qui est important, c'est la notion de rabais. C'est qu'on chiffre, on chiffrait l'incertitude de toutes ces méthodes, et il y a des rabais qui sont appliqués, qui sont proportionnels à ces rabais. On en verra un exemple tout à l'heure. Alors, une slide pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble la méthode. C'est relativement ennuyeux à présenter parce que c'est un ensemble d'équations, mais juste voilà quelques minutes pour vous montrer à quoi ça ressemble. Pour la partie bilan des émissions de gaz à effet de serre, voilà, c'est assez classique. Des références de l'analyse de vie, donc qui sont des références connues et nationales quand c'était disponible. Donc tout à l'heure, il a été cité, je crois, Justin Plus ou je crois qu'il a été cité. Et elle est valide aussi, ouais. Des références internationales, des fois, quand on n'avait pas de référence nationale. Et il y a des fois aussi des méthodes maison qu'on a dû construire parce qu'on n'a pas trouvé ça dans la littérature scientifique. Donc le principe a été rappelé tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. On raisonne en intensité, c'est-à-dire que c'est des équivalents CO2, des kilos d'équivalent CO2 par hectare ou par tonne de produits stockés et séchés sur la ferme, et qu'on multiplie derrière par les surfaces ou par les quantités stockées séchées. Donc le raisonnement se fait bien à l'échelle de l'hectare ou de la tonne séchée ou stockée, mais derrière le résultat qu'on utilise, c'est bien à l'échelle de l'exploitation. Donc voilà, pour faire simple. Et donc on a décomposé ce poste-là, donc les émissions de gaz à effet de serre, en trois sous-postes. Les réductions d'émissions liées à la fertilisation, liées à la consommation d'énergie fossile et liées au séchage et au stockage des productions. Et sur le deuxième volet, le stockage de carbone dans le sol, là ça se compliquait un peu plus. Et donc on a fait le pari de l'utilisation des modèles de simulation du stock de carbone dans le sol. Il y a trois modèles, donc on s'est donné un cahier des charges, on a suivi les recommandations notamment d'INRAE qui avait mené un travail là-dessus, qui a donné des recommandations méthodologiques. Et donc on a retenu ce choix-là, de l'utilisation des modèles de simulation. Et il y en a trois qui ont été retenus suivant un cahier des charges bien précis. C'est le modèle AMG, le modèle STIX et le modèle AKI. Et le principe, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que on simule, en fait, on part d'un stock de carbone initial dans le sol, on simule ce qui se serait passé sur l'exploitation pendant les 5 ans du projet s'il n'y avait pas eu de projet, c'est ce qu'on appelle le scénario de référence. Et on fait une deuxième simulation avec le projet, c'est-à-dire en mettant en place les leviers qui auront été référencés. Et finalement, ce qu'on va faire financer, c'est la différence entre les deux. Donc là,
en une diapo, vous avez compris, je pense que c'est pas une méthode qui pourra s'appliquer avec un crayon papier et une feuille sur un coin de table. C'est une méthode qui devra être outillée, notamment pour intégrer l'ensemble des références ACV pour la partie émission et un des modèles de bilan carbone du sol pour la partie carbone sol. De l'intérêt des outils numériques, on va en parler. Juste une petite question rapide. Pourquoi 3 ans dans le scénario de référence spécifique? Oui, c'est ça, pour le scénario de référence spécifique. Pourquoi pas C'était plus, un pourquoi pas bon moins? Ouais, on s'est posé la question. Moins, c'est pas possible parce que l'effet aléa climatique est beaucoup trop fort. Donc, la chance de tomber sur une année avec un accident climatique Ok. ou autre d'ailleurs, en tout cas l'aléa est beaucoup trop fort pour se positionner sur un an. 5 ans, ça nous paraissait être un gros effort de devoir remonter 5 ans en arrière pour acquérir de la donnée. Et du coup, 3 ans était le meilleur compromis pour intégrer de l'aléa, notamment climatique, mais pas que, sans alourdir trop non plus la collecte de données. Ok. Allez, je te laisse avancer sur la question des rabais, rapidement. Oui, donc sur les rabais, je vous ai expliqué le principe tout à l'heure, on a dû quantifier l'incertitude des méthodes et des données d'entrée utilisées. Et proposer des rabais qui soient proportionnels à ces incertitudes. Donc là, je vous montre l'exemple. C'est le principe de raisonnement qu'on a utilisé sur les incertitudes liées aux données d'entrée des modèles de stockage de carbone dans le sol. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est AMG, STIX et FIL. Donc ces modèles, ils ont besoin de données d'entrée et qu'on a classé en fonction de leur de l'effet de de l'incertitude sur les données d'entrée, sur l'incertitude des sorties du modèle. Et il y a plusieurs façons de collecter ces données d'entrée. En gros, soit c'est une mesure in situ, donc c'est ce qu'il y a de plus précis, soit c'est de l'utilisation de données moyennes, c'est ce qu'il y a de plus incertain. Et après, il y a un intermédiaire où on peut aller simuler ces données d'entrée. Et en gros, les mesures qui ont le plus gros... pardon, je vais tout détailler, ça sera plus rapide. Les mesures, les variables qui ont le plus d'impact sur le modèle, c'est les variables qui sont dans les lignes d'en bas, et les lignes d'en haut, c'est les variables qui ont le moins d'impact sur les sorties du modèle. Donc vous voyez que les rabais proposés vont être différents en fonction de l'effet de ces variables sur les modèles utilisés et de la source de données utilisées. En gros, quand on est sur des mesures in situ, de ces données d'entrée, on n'a pas de rabais, parce que c'est ce qu'il y a de plus précis, donc on n'a pas de rabais. Si par contre on utilise des moyennes pour paramétrer ces modèles, là il y a de l'incertitude, et plus cette variable aura une importance dans les performances du modèle, plus le rabais sera important. Et donc globalement, le schéma il est assez simple. Quand c'est une mesure in situ, pas de rabais. Quand c'est des données moyennes, il y a un rabais qui va être d'autant plus fort que la variable est importante. Si on peut prendre l'exemple par exemple des couverts intermédiaires. Les couverts intermédiaires, c'est un des leviers très très puissants pour aller stocker du carbone dans les sols. En gros, si on n'a aucune idée de combien, et c'est proportionnel, pardon, l'effet de ces couverts sur le stockage à la biomasse produite par ces couverts. Si on n'a aucune idée de combien sur une parcelle donnée le couvert a produit, on est obligé d'utiliser des moyennes régionales, donc c'est très précis. Et du coup, on est obligé de mettre un rabais sur cette façon de collecter les données. Si par contre on est capable de simuler la croissance en disant pas juste je sais pas, j'ai mis des couverts, je vais prendre la valeur moyenne, on peut dire j'ai mis telle espèce que j'ai soumis à telle date et que j'ai détruite à telle date, avec des modèles on est capable de simuler combien est-ce que ce couvert intermédiaire va produire. Donc là on a un rabais intermédiaire. Et on va dire que la façon ultime de renseigner ce paramètre d'entrée, c'est d'aller mesurer cette biomasse de la culture intermédiaire. Donc là, il y a différentes façons qui existent. Ça peut être de la télédétection, bien sûr, avec Sentinel-2. On y reviendra d'ailleurs sur la question de la télédétection, Baptiste. Ce qu'on retient, c'est que donc tous ces principes méthodologiques, ils sont donc proposés pour l'instant par Arvalis et autour d'Arvalis, c'est un consortium d'acteurs, mais qu'ils sont encore soumis à validation. Et je te propose du coup de nous expliquer les modalités de déploiement à venir de cette méthode. Exactement. Donc le déploiement à venir, je l'ai dit, la méthode a été déposée le 9 décembre.
Ça a été un peu plus long que ce qu'on avait anticipé au début. On a eu 2 réunions avec un GT expert de la DGEC qui ont eu lieu fin janvier et fin février. Ensuite, il y a eu un délai de 15 jours, 3 semaines, je crois, pour recevoir les relectures de tout le monde. On a reçu à peu près 300 commentaires. Et donc là, on est en phase de finalisation de la méthode. Donc avec une version finale qui doit être déposée cette semaine à la DGEC, qui ensuite devrait la valider d'ici la fin du mois. Parallèlement à ça, on a aussi lancé un sous-groupe du comité des usagers pour les acteurs du comité des usagers qui voulaient développer des outils de MRV. On l'a vu, c'est un rôle central pour le déploiement de cette méthode. Il va falloir des outils pour l'instrumenter. Et donc, on va proposer une déclinaison opérationnelle de cette méthode. En gros, ce sera un cahier des charges pour le développement informatique des outils de MRV. Donc, on a lancé ce comité mi-janvier. Bon, comme ça, la validation a pris plus de temps que prévu, ça a pris du retard, mais donc on prévoit également de sortir ce cahier des charges pour les développeurs d'outils également à la fin du mois. Et donc en parallèle de tout ça, il y a les développements des outils qui ont commencé. Vous en aurez d'ailleurs quelques illustrations. Et donc ça va se poursuivre bien évidemment dans les mois qui suivront la sortie, parce que pour être il y aura forcément des ajustements encore pour ces outils. Nous devrons donc intégrer le cahier des charges qui sera proposé. Et donc avec des premiers outils qui devront sortir après la méthode. Et pour finir, vous l'avez compris, c'est tout un écosystème qui devra se mettre en place. Donc ici, vous avez le schéma classique. C'est celui qu'a présenté Claudine tout à l'heure, mais présenté un peu différemment. C'est les différentes étapes de la vie d'un projet. Donc il y a une première brique, une première étage de la fusée qui est indispensable, c'est la méthode. La méthode sectorielle existe. Donc là, c'est ce que je vous ai présenté avec le consortium Label Bas Carbone Grande Culture, qui a écrit cette méthode, qui l'a déposée à la DGEC et qui est en cours d'approbation. Mais c'est que le premier étage de la fusée. Il y aura un deuxième étage assez rapidement, on l'a vu, c'est des outils qui devront être créés pour instrumenter la méthode et qui devront être utilisés par les porteurs. Là, on va être dans un fonctionnement qui est un peu moins centralisé que ce qu'on peut connaître sur d'autres méthodes déjà existantes, comme la méthode Carbone à vie, par exemple, où il y a une méthode, un outil, il y aura une méthode, des outils. Donc il y aura plusieurs outils qui existeront. On a plusieurs qui devraient sortir d'ici la fin de l'année. Pour finir sur les mandataires, c'est un troisième étage de la fusée. Là aussi, ce sera complètement éclaté comme organisation. Il n'y aura pas un gros mandataire, mais il y aura plein de mandataires, des petits, des gros, et tout ça c'est en train de se structurer. Mais il y a de nombreuses offres de services qui seront proposés aux agriculteurs. Donc il y a des mandataires qui utiliseront des outils qui eux-mêmes feront référence à la méthode Label Carbone Grande Culture. Donc voilà, on a posé une brique et il y a encore le mur à monter, quoi. Parfait, merci beaucoup Baptiste, on l'a compris, il y a donc tout un écosystème à construire avec des outils qui sont pour l'instant, qui commencent à être proposés sur le marché mais qui n'intègrent pas tous, et d'ailleurs pas encore aucun, la méthode Grande Culture. Donc on posera la question tout à l'heure aux fournisseurs, parce que c'est une des questions des participants, comment avoir des outils avant que la méthode soit validée.